moi je l'ai fait. Moi, je le fais aussi parce qu'en fait, aujourd'hui, la personne qui va nous apporter de la valeur ajoutée, donc en l'occurrence, par exemple, le banquier pour pouvoir se créer un patrimoine immobilier ou créer des connexions et des partenariats sur du développement, ben, s'il n'est pas là... Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le deuxième épisode du Brix Talk, donc le podcast qui est porté par la société Brix.co et qui parle d'immobilier. Et on accueille Olivier Tissot, donc qui est notamment au niveau de la holding Tissot qui a été créée par ton père. Ouais. Olivier est également investisseur dans la société Brix, donc c'est comme ça que je l'ai rencontré. Mais il travaille sur Montpellier, donc Brix est à Montpellier, donc on s'était pas croisés avant, et pourtant tu es incontournable dans le métier de l'immobilier. Tu vas nous raconter ça, mais au niveau de la holding Tissot, vous faites tout ce qui peut être fait dans l'immobilier. Donc c'est super intéressant. Tu vas avoir vraiment une vision à 360 degrés. Je pense que ça va être très dense en termes de podcast sur les termes, les apprentissages. Donc je vais essayer aussi de vulgariser pour ceux qui sont pas experts de l'immobilier, si je vois que ça devient un peu complexe. Mais je te laisse te présenter. Ben, merci Cédric déjà pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger sur l'immobilier avec toi et avec les personnes qui regarderont le podcast pour essayer de leur amener un petit peu l'expérience que j'ai pu acquérir durant ces quelques années. Donc, je m'appelle Olivier Tissot, je travaille au sein d'un groupe familial qui s'appelle la Holding Tissot. Le siège est sur Nîmes, mais on a également nos bureaux sur Montpellier, parce que je suis sur Montpellier. C'est un groupe qui a été créé par mon père il y a une petite trentaine d'années, mais on s'est vraiment investi dans l'immobilier à partir des années 2010, notamment sur l'immobilier tertiaire, sur lequel je pense on approfondira tout ça ensemble tout à l'heure. Et à travers le groupe, donc on travaille en synergie avec mon père qui est toujours là et mes trois frères. Donc chacun a différentes typologies d'activités qui viennent avoir justement une synergie autour de l'immobilier, mais pas que, avec différentes activités qui sont également complémentaires, comme le stationnement, le photovoltaïque et un petit peu tout ce qui est la partie gestion. Voilà. Enfin, ça sera approfondi ensemble, je pense, au fur et à mesure des questions sur la partie immobilière. Ouais, bah tu vois, moi je te connaissais pas, donc on a été présenté, et d'ailleurs ce que je trouve ouf avec Holding Tissot, c'est que pas grand monde vous connaît, et pourtant c'est une société qui, quand on parle avec des acteurs de l'immobilier autour de Montpellier et dans la région, tout le monde connaît, notamment parce que en fait vous êtes sur tous les pans du business. Et ce qui est particulièrement intéressant, et tu nous diras peut-être si tu peux communiquer sur des chiffres, parce que j'ai cru comprendre qu'en termes de patrimoine, ça se compte en dizaines, voire en centaines de millions d'euros au niveau du patrimoine. Mais ce qui va être intéressant de voir, c'est que vous êtes toujours un groupe familial au bout de 30 ans, vous bossez en famille et ça se passe bien, tu vois, parce que ça peut toujours être des fois un peu complexe de bosser avec son père ou de bosser en famille avec ses frères. Vous faites en même temps de la promotion immobilière, en même temps ce rôle de foncière, et il faudra que tu nous réexpliques ce que vous faites vraiment avec la foncière, et peut-être on réexpliquera quelles sont les différences entre de la promotion, de la foncière, peut-être des opérations de marchand de biens que vous faites à côté. Vous avez aussi tout ce qui est photovoltaïque, et ça m'intéresse parce que on sait jamais trop comment ça fonctionne le photovoltaïque. Il y a aussi la maîtrise d'œuvre, donc vous êtes capable de suivre des chantiers et des projets de restructuration, plus toute la partie agence immobilière. Et là, tu étais en train de me dire qu'il y a maintenant de la gestion de parking, et je sais qu'à titre personnel, toi, tu t'intéresses aussi aux startups. Tu as investi chez Brix et en même temps, tu en as monté une en parallèle avec de la mobilité, donc tu pourras nous en parler. Donc c'est super intéressant. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, parce que sinon on va partir dans tous les sens, mais tu pourrais nous expliquer comment c'est structuré au niveau de Tissot, quelles sont les principales activités et comment ça s'organise? Qu'est-ce qui va driver vos prises de décision au quotidien? Alors au niveau de la holding Tissot, en fait, c'est une maison mère, on va dire. La holding en elle-même, c'est l'outil financier qui permet de faire différentes typologies d'activités. Et sous cette holding, on a ce qu'on appelle les filles, en fait, qui sont les différentes filiales travailleuses.
Donc, on va avoir la partie holding. Dessous les filles, c'est les sociétés travailleuses comme par exemple Tissot Immobilier, l'agence immobilière. Tissot Coordination, la maîtrise d'œuvre et d'exécution. Donc, c'est tout ce qui est suivi de chantier et appel d'offres avant travaux. On a également Tissot Électricité qui va faire tout ce qui est la partie génie climatique et tertiaire, électricité dans le tertiaire. On a Tissot Fimoprom qui est la filiale qui s'occupe de toute la partie financière du groupe, avec tout ce qui est demande de financement long terme quand c'est sur de l'investissement, court terme quand on est sur de la promotion. Et les deux dernières filiales qui sont internes au groupe, c'est Tispark, donc la société de gestion de parking dont tu parlais, qui est assez récente, qui a 3 ans. Et la dernière année, c'est Facilities, où là, c'est une société sur laquelle on va faire tout ce qui est entretien de bâtiments, nettoyage pour les copropriétés qu'on va être amené à gérer une fois qu'on a livré nos chantiers. Pourquoi vouloir faire tout? Parce que j'ai l'impression, moi j'ai toujours cette idée de quand on veut tout faire, on fait tout mal. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes diversifié comme ça sur toute la chaîne de l'immobilier et que vous vous êtes pas dit, on se cantonne à une foncière patrimoniale parce que c'est ce qui nous permet d'avoir cette dynamique patrimoniale de construction je le mets entre guillemets, mais d'un empire, en tout cas, d'un patrimoine qui va grossir au fil des années, et la partie finalement promotion immobilière où vous étiez fort dès le début. Qu'est-ce qui a poussé justement à avoir toutes ces entités? Alors déjà, quand mon père s'est lancé dans la promotion immobilière vraiment à grande échelle en 2010, il est parti sur la promotion immobilière tertiaire. Il n'est pas allé sur le volet logement. Tertiaire, c'était que du bureau. Tertiaire, c'est que du bureau ou des locaux d'activité, plateforme logistique. C'est vraiment ciblé pour le professionnel. Et donc déjà, je pense que c'est un axe fort et une décision qu'il a prise qui était plutôt bonne pour l'époque et qu'il est toujours aujourd'hui, parce que on se rend compte qu'il y a moins d'acteurs. Aujourd'hui, la promotion immobilière d'habitation, si on tape sur Internet, des promoteurs en termes d'habitation, il y en a énormément et il y en a à toute échelle. Il y en a qui vont faire 6 appartements, et comme il y en a qui vont faire des résidences mixtes qui peuvent monter jusqu'à 150, 200 logements. Donc, il y a vraiment une typologie qui est très variée. Et alors que sur le bureau, tout le monde n'a pas forcément, tous les promoteurs ne font pas du bureau. Et dans la promotion tertiaire, c'est des typologies de construction qui sont particulières et c'est des notions qu'on acquiert au fur et à mesure des expériences. Et aujourd'hui, en région Occitanie, on a acquis beaucoup d'expérience. Et justement, ce que tu disais, pourquoi on a créé tous les services associés, c'est parce qu'on se rend compte qu'en fait aujourd'hui, qu'est-ce que recherche le client, c'est pas forcément juste d'acheter des locaux. Ce que le client recherche, c'est d'avoir un accompagnement dans la gestion de l'immeuble, un accompagnement dans les services associés, tout ce qui est entretien de l'immeuble, le nettoyage, le syndic. Ça, c'est ce qu'on appelle le facilities. Voilà, tout ce qui est le facilities, en fait, c'est vachement important aujourd'hui pour un investisseur parce que le promoteur qui va prendre les contrats sur du facilities derrière, ça veut dire que l'immeuble qu'il a vendu, il sait, déjà il est clé en main, mais il sait que ce qu'il a construit, c'est quelque chose de périn et qui veut voir dans le temps ne pas se dégrader et avoir vraiment une vie de l'immeuble qui se déroule bien avec un entretien régulier, quoi. L'idée du podcast aussi, c'est de donner des idées à des personnes qui veulent se lancer dans l'immobilier, qui n'ont pas forcément un patrimoine déjà existant important. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, en 2023, il est encore possible de se dire, je vais me lancer soit dans de la promotion immobilière, soit dans de la foncière immobilière, sur du tertiaire? Est-ce que tu penses que les bureaux, par rapport à tout ce contexte Covid, etc., sont encore voués à un avenir périn dans les prochaines années, ou tu conseillerais pas et t'orienterais plutôt vers d'autres classes d'actifs? Alors moi, aujourd'hui, je pense que le bureau est toujours périn. Après, ce qu'il faut regarder dans du bureau, avant quoi que ce soit de prise de décision, c'est il faut regarder l'emplacement des bureaux, l'accessibilité, la visibilité et le stationnement. Parce que c'est les points clés qui font que l'immeuble de bureau pourra accueillir plusieurs typologies
ou quand la société va venir s'installer, rien que le fait d'avoir une visibilité, déjà, ça peut être un immeuble fort avec des repères dans une ville, dans un endroit. Ouais, mais c'est tout, ça, c'est toujours ce qu'on dit dans l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Mais Oui, tu vois, là, tu l'as vu, bon, 2022 était un peu fou, au niveau des taux, mais en fait, c'est inaccessible, ces bâtiments de bureaux. Moi, j'avais l'impression que tous les investisseurs voulaient ça, et ça devenait inaccessible dans le sens où c'était trop cher, ça offrait pas de rentabilité. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut pas prendre des paris? Est-ce que tu me parlais juste avant qu'on commence, les OP que tu fais où tu vas être sur du value add, donc de la mise en valeur qui te demande un peu d'énergie de ton côté de certains immeubles, tu vas pouvoir nous en parler, ou tu arrives à gagner de l'argent parce que tu vas transformer une renta d'un immeuble que tu achètes de bureau à 7% et tu vas le revendre sur une renta à 5% et donc tu vas prendre le différentiel. oui, ou alors, enfin, que pour le valuer, tu as plusieurs typologies. Tu peux arriver sur un actif de bureau qui a 20, 25 ans et qui aujourd'hui, dans son architecture et dans son aménagement, est obsolète pour le fonctionnement, les entreprises qui vont potentiellement être intéressées soit par de la location, soit par de la revente à la découpe. Donc, il y a quand même un gros travail. Et c'est vrai que sur ces bureaux-là, quand c'est vide depuis un moment, on va arriver déjà à avoir un prix d'achat qui est très attractif parce on tombe souvent sur des immeubles qui sont détenus par des foncières qui sont pas forcément en région. Parce que le phénomène qu'on observe, c'est que en région, dès qu'il y a les nouvelles actes qui sortent, les grosses foncières et les mastodons vont venir acheter des immeubles en blanc, donc ça veut dire que non loués, à des prix qui sont, comme tu disais, intouchables. Sauf que derrière, c'est comme le cycle de la vie. Les anciens immeubles sont remis à la revente pour pouvoir financer les nouveaux. Et sur des classes d'actifs comme ça, on peut avoir des emplacements qui sont encore bons, à des prix au mètre carré qui sont assez bas. Et en retravaillant un petit peu cet immobilier sur l'aménagement et en remettant un petit peu au goût du jour les bureaux, là, on peut arriver à soit avoir des très bonnes rentabilités en termes de location pour se constituer un patrimoine et avoir une petite foncière, soit derrière faire du value add en revendant avec une marge tout en ayant essentiellement eu à faire des travaux d'aménagement intérieur, par exemple. Alors, juste, donc pour vulgariser déjà, on va reprendre les termes, hein, mais une foncière immobilière, donc c'est une société qu'on appelle de manière assez classiquement une foncière parce que son objet social est d'acheter des immeubles et de les garder pendant une longue période de temps en mettant des locataires, et donc c'est les locataires qui remboursent le crédit. Et donc du value add, donc c'est euh, soit mettre des nouveaux locataires quand l'immeuble est vide, soit faire des travaux de restructuration pour que l'immeuble prenne de la valeur et pouvoir espérer le revendre plus cher, le plus cher. Est-ce que ça veut forcément dire qu'on est sur des immeubles à plusieurs millions d'euros, ou tu crois que c'est possible d'avoir ces stratégies sur des immeubles à quelques centaines de milliers d'euros? Non, Sur du bureau. c'est possible. Hein. Ouais. On peut tomber des fois sur des petits immeubles avec même en centre-ville. Des fois, il y a des typologies comme ça qui peuvent être intéressantes avec un rez-de-chaussée où on va peut-être trouver un kiné ou une profession libérale ou une agence bancaire qui va venir s'installer en termes de location. Derrière, il nous reste un petit plateau au premier étage de 100, 150, voire 200 mètres carrés, qui soit là peut être redécoupé en deux ou mis à la location pour un cabinet d'avocats. Bon là, on reste sur les professions libérales ou une petite société qui vient de se monter, qui a besoin d'un point de bureau pour la partie compta, la partie gestion. Donc aujourd'hui, oui, il est tout à fait possible de trouver des actifs à quelques centaines de milliers d'euros. Oui, ça c'est possible. Hein. Ok. Et donc, en fait, c'est quoi la stratégie de la holding Tissot? L'idée, finalement, c'est, si je comprends bien, c'est d'avoir une myriade de sociétés qui sont au service des immeubles que vous détenez dans la foncière sur du long terme, et potentiellement au service de ceux que vous êtes en train de construire avec la promotion immobilière, parce que ça va faciliter la commercialisation des lots. C'est ça? Oui, c'est ça. En fait, nous, ce qu'on veut à travers, c'est déjà on travaille aujourd'hui, bon, bien sûr en famille, mais on est quand même obligé d'avoir un architecte, d'avoir des bureaux d'études extérieurs. On n'a pas tout internalisé parce que sinon ça demanderait
un nombre de compétences qui sont très importantes et on n'a pas un volume assez important pour pouvoir amortir toutes ces compétences. Donc nous, on a gardé quelques compétences qui sont assez importantes dans la promotion et la gestion d'une foncière, dans la promotion immobilière et la gestion au niveau d'une foncière. Donc ça, c'est histoire d'avoir tous les outils en interne. Mais nous, aujourd'hui, sur la promotion, on va pas forcément garder toujours les immeubles. Pourquoi on garde des immeubles des fois? Ben parce que on a un client qui arrive et qui nous dit, ben j'aimerais m'installer dans cet immeuble. Par contre, je veux pas être propriétaire. Moi, je préfère être locataire, m'engager sur une durée, parce que potentiellement, dans 3, 6, 9 ans, je sais pas si la politique du groupe ou de cette société sera de rester en région ou de réduire la surface des bureaux. Donc, il y a plusieurs typologies. Donc, nous, c'est sûr que quand on construit un immeuble et qu'on nous dit, ben, j'aimerais vous louer tout l'immeuble, pour nous, en tant que constructeur, on peut avoir un intérêt de réintégrer cet actif immobilier à l'intérieur de la foncière. Ouais. Mais on va pas forcément décider quand on est en phase de promotion, on décide pas à l'origine de savoir si on garde l'immeuble ou si on le met à la revente. C'est fait un petit peu en fonction de l'offre et la demande. Ouais, en fonction des opportunités. Et des opportunités, oui, bien sûr. Des gens que vous rencontrez. Tu m'as dit que la boîte, elle a 30 ans. Ouais. Alors, c'est super ce qui a été créé en 30 ans parce que vous avez, je sais pas, vous communiquez sur les chiffres ou pas que vous avez en patrimoine? Non, on communique pas sur les chiffres, on communique surtout en termes de nombre de mètres carrés détenus par la foncière, par exemple. Ça fait combien de mètres carrés? On est à peu près aux alentours des 120 000 mètres carrés. 120 000 mètres carrés, sachant que autour de Montpellier, ça se loue autour des 150 € le mètre carré en moyenne. Ouais, Ça donne l'ordre d'idée. Une moyenne à peu près comme ça. Ce qui donc c'est super, hein, c'est un très très beau patrimoine. Vous auriez pu aller plus vite. Et tu vois, tu le vois beaucoup dans le monde de l'immobilier. C'est quand même de plus en plus rare les groupes familiaux qui restent 100% propriétaires de l'equity, donc du capital de leur société. Qu'est-ce qui a été moteur dans cette décision? Parce que j'imagine que régulièrement, vous avez dû avoir des propositions d'investisseurs qui ont dû vous proposer de rentrer au capital de la holding. Euh, Quelle est la logique derrière? Est-ce que des fois vous avez pensé ouvrir le capital pour accélérer ou non, c'était pas du tout la vocation de la holding? Comment? Ben, là, vu que vraiment, comme tu dis, hein, c'est une entreprise familiale, déjà nous, en termes de développement, on a fait quelques opérations en dehors de notre territoire d'activité, mais on aime bien travailler les dossiers entre nous, entre associés. Dès qu'on va sortir de notre secteur d'activité, ça risque d'être compliqué. Enfin, c'est compliqué d'appréhender le marché. Voilà. On n'est pas aussi Tu sors pas de région? Tu te permets pas ben, d'investir à Paris, par exemple? non, par Non. exemple, non, parce que c'est pas notre région, on sait pas les quartiers. Là, on n'a pas forcément l'approche qu'on peut avoir en région, en sachant exactement quelle est la typologie d'actifs demandés. Et c'est pour ça aussi qu'en termes de développement, on n'est pas allé chercher des ouvertures de capital ou pour ouvrir des agences complémentaires. Parce que jusqu'où vous allez là? C'est Nîmes-Montpellier exclusif? Nîmes-Montpellier, là on a fait une opération sur Agen. Okay. On avait une opération sur Bordeaux qui avait été faite et qu'on a conservé parce qu'on avait un locataire intéressant. Mais après ça sera des opportunités. Voilà, des opportunités, on ira les faire parce qu'on sait que la sortie sera bonne pour nous. Mais par contre, comme tu disais, la vocation d'ouvrir le capital, aujourd'hui, nous, la société, elle est plus gérée, pas comme un particulier, mais en bon père de famille, je dirais, de se dire, on va pas aller prendre de risques. On préfère conserver une croissance peut-être un petit peu plus lente, mais tout en ayant un endettement mesuré, voilà, au niveau du groupe. Et qu'est-ce qui anime au quotidien? Bah, finalement, quand tu vois, t'as déjà, c'est souvent la question qui peut se poser pour un entrepreneur parce que vous êtes une famille très entrepreneuriale. Quand tu as déjà
un patrimoine de cette ampleur, on dira plusieurs dizaines de millions d'euros, qu'est-ce qui anime au quotidien? Est-ce que c'est la construction de toujours plus, tu vois, avec une vision très je joue au Monopoly et je bâtis un empire, ou qu'est-ce qui toi te drive le matin quand tu te réveilles et qui t'anime? Moi, c'est pas le toujours plus. Moi, c'est vraiment la passion de voir différents projets, différentes typologies d'immeubles, euh, comment sur un terrain proposé, par exemple, par une métropole sur un appel à projet, comment on va arriver à se différencier et proposer un immeuble avec, comme je te disais, des services associés. Aujourd'hui, l'immobilier, c'est plus du tout comme avant, hein. On n'est pas sur je construis un immeuble, je le vends. Quand on est sur des villes comme Montpellier, des métropoles qui commencent à avoir un nombre d'habitants assez important, les terrains sont proposés par la CERM en l'occurrence ici, qui est la société d'aménagement du territoire, qui va mettre un appel à projet sur un terrain et chaque promoteur va répondre avec son architecte en disant voilà ce que je peux proposer sur ce terrain, telle typologie d'immeuble de bureau avec telle et telle entreprise qui sont déjà intéressées pour venir, je vais créer de l'emploi. C'est assez compliqué aujourd'hui de pouvoir gagner des appels à projets. Et donc, en fait, c'est là où nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de montrer qu'on arrive à se différencier. Et c'est là où les services associés sont assez importants. Ouais. Quand on va répondre sur un terrain pour dire on souhaite mettre en place tel immeuble de bureau, et quand cet immeuble sera construit, on sera encore là. Ça, c'est vachement important pour une ville, c'est de dire on n'est pas là pour construire et repartir. On va construire un immeuble, mais on va être présent dans la vie de cet immeuble, dans la copropriété. Notre syndic va gérer l'immeuble de manière à ce que tout fonctionne comme il faut. L'entretien sera fait de manière journalière au niveau des parties communes, au niveau de tout ce qui est vitrerie extérieure, pour avoir justement toujours une belle image. Et ça, c'est vrai que les villes y sont attentives aujourd'hui, parce que l'immeuble, une fois qu'il est construit, va rester pendant des dizaines d'années. T'en as beaucoup là des immeubles en construction actuellement? Alors là, on a 2 immeubles en construction au niveau du quartier Cambacérès. Ouais, donc quartier Cambacérès, c'est Voilà, le nouveau quartier économique autour de la voilà, gare TGV à Montpellier voilà. qui est en train de se construire. Comment tu gères justement ce qui s'est passé sur la hausse du coût des matières premières? Est-ce que ça a eu un impact fort, toi, sur ton prévisionnel ou pas? Alors sur le bureau, quand on fait des bilans de promotion, on garde toujours une marge de sécurité quand même. Et c'est vrai qu'avec le Covid, on a tous les matériaux ont augmenté. On n'a pas augmenté les prix au mètre carré, et on a eu la chance sur ces 2 immeubles d'avoir des augmentations, mais pas aussi importantes que ce qu'on aurait pu attendre en fait. Tu, On est de l'ordre de 15% à peu et près. tu peux dire combien tu revends au mètre carré ou pas sur du neuf, là, Alors sur CDOP? nous, la particularité, c'est que par rapport à un promoteur classique de bureau, on va faire un petit peu une proposition à tiroir. On va toujours revendre le bâtiment hors d'eau, hors d'air. Donc, pour expliquer le hors d'eau, hors d'air, Sans aménagement. voilà, c'est Ouais. vraiment tout l'extérieur de l'immeuble est terminé. Donc, on a D'accord. l'impression qu'on peut déjà aller à l'intérieur et l'exploiter. Et ce sont essentiellement les plateaux de bureau qui sont bruts. Euh, donc, en Ouais, disant brut, c'est béton à ce qui l'intérieur, permet c'est tout. potentiellement à un utilisateur de se dire si j'ai pas le budget d'aménagement, ça me permet de réduire moi mon prix d'acquisition et d'être minimaliste en tout cas dans l'aménagement intérieur. Voilà. Ou même aujourd'hui, on voit les entreprises qui achètent pour exploiter les bureaux. Des fois, elles achètent des immeubles de bureaux où on est déjà en open space, donc avec le faux plafond, la climatisation. Mais dès qu'on va vouloir venir faire des zones, du cloisonnement, salle de réunion, bureau, il va falloir mettre un ticket sur la climatisation pour avoir des volets motorisés, parce que le système de chauffage-rafraîchissement sera peut-être pas forcément efficient tel qu'il a été conçu. Et donc, ça fait des coûts complémentaires. D'accord. Et en brut comme ça, tu sais à combien? Nous, là, la gare TGV, on est à 2250 € du mètre carré hors taxe. Ok. Ouais. Ce qui est bien parce que
En meublé, tu vas plutôt te retrouver entre 3000 et 3002 sur Montpellier. Donc ça fait quand même 1000 euros du mètre carré l'aménagement. Si t'es pas mauvais, tu peux arriver à t'en sortir pour un peu moins que ça. Donc, Ouais, oui, ouais. parce que même nous, pour passer de la base brute à open space, Ouais. aujourd'hui, il faut compter à peu près 2800 euros Ok. du Ouais, ouais. prix hors taxe. Donc, on est même en dessous des 3000, des 3002 Que je que tu constatais. annonces, ouais, Ouais. tu vois. Pour rester sur le contexte économique, on a vu que ça avait été compliqué cette remontée des taux vraiment rapide sur la fin de l'année 2022. Euh, Comment ça vient impacter ton business? Est-ce que tu penses que parce qu'il y a eu une remontée des taux importante, on va euh, voir une baisse du prix de l'immobilier, notamment sur du tertiaire? Parce que, pour rappel, pour ceux qui savent pas, mais le prix d'un bâtiment tertiaire est vraiment lié à la rentabilité à un instant T, qui est la rentabilité marché qu'un investisseur est prêt à payer. Donc parce que les taux remonteraient, les investisseurs attendraient des rentabilités plus importantes des immeubles et donc mécaniquement ça ferait baisser le prix de l'immobilier tertiaire ou commercial. Est-ce que tu le constates? Quel est ton point de vue par rapport à ça? Alors, en prenant la vision de nous de notre côté, Mm. côté, on va dire, foncière Tissot, euh, c'est clairement pas forcément la période la plus Pour revendre. opportune pour non pour acheter un immeuble et avoir Tu penses un pas qu'à locataire à l'achat l'intérieur. tu peux te Mais, dire que tu vas avoir des bonnes opportunités? alors si, il va y avoir des bonnes opportunités. Par contre, euh, ce qui est pas neutre, c'est les taux. Oui. Donc pour nous particuliers, enfin on va dire entreprise familiale, on essaye d'avoir recours le maximum à l'emprunt. Sauf Bien sûr, oui. qu'aujourd'hui, pour te donner dernier dossier qu'on vient de faire là, on est quasiment à 5% sur 15 ans. En coût de En coût en intérêt. de ouais, en intérêt. Waouh, chaud. Ce qui n'était pas le cas en mars 2022, le dernier prêt qu'on a fait, on était à 1,2% sur 15 ans. Ouais, parce qu'en plus, ce qui est pas forcément trivial, en tout cas perçu par tout le monde, c'est que donc c'est une société qui achète et souvent les gens ont tendance à ramener à ce qu'ils ont l'habitude de voir à titre personnel, mais les banques appliquent des taux d'intérêt sur l'immobilier qui sont plus importants pour ceux des entreprises, Pour les professionnels, en tout cas, oui. Waouh, 5%. Et là-dessus, tu as réussi à avoir quoi comme rentabilité sur l'immeuble que tu as acheté? Ben, après, la rentabilité, elle est pas enfin, nous, on la calcule pas par rapport aux annuités de l'emprunt, on la calcule par rapport à la valorisation de l'immeuble Donc, il y avait et une grosse, il y les avait une loyers grosse triple décote. net, ouais, voilà. Ouais. 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 Donc, on achète enfin, nous, les investissements, on va dire, en croissance externe que l'on peut faire, on va toujours venir les faire avec une rentabilité attendue qui est au minimum de 7,5%. Ouais. Et tu mets quoi comme LTV? Donc, tu mets quoi comme endettement là-dessus? Alors c'est aussi le problème depuis début 2023, c'est que on arrivait à faire certaines opérations avec à peu près 10% d'apport, Donc 90% de donc LTV. 90% de l'LTV. Donc là, tu payes que tes frais de notaire. Tu vas payer Plus. un peu plus quand même parce que souvent quand tu es sur du neuf, tu vas avoir des frais de notaire réduits, Ouais. voilà. Ouais. Mais par contre là aujourd'hui, ça c'est quand même exceptionnel dans ce secteur-là. C'est parce que vous avez une certaine crédibilité et réputation parce que c'est à force d'avoir les échanges avec les banquiers, de leur dire regardez, on va acheter comme ça. On a une LTV, comme tu disais, à 90%, donc ce qui représente 10% d'apport par rapport au montant global d'investissement. Mais c'est peut-être sur certains biens, au niveau du groupe, j'imagine que t'es pas à 90% de LTV. Non, on n'est pas à 90% de LTV au niveau du groupe, oui. Ouais, c'est ça. Mais par contre, là dernièrement, pour des biens qui sont déjà acquis avec des locataires identifiés ou en place, aujourd'hui, les ratios, c'est à peu près 80% d'LTV demandé par les banques. Par contre, sur un bien, on va dire acheté en blanc, donc sans locataire, aujourd'hui, une banque demandera 40% d'LTV. D'accord. Donc, ce qui est quand même assez énorme. Ce qui est beaucoup, ouais. Ce qui est assez énorme. Et en plus de ça, elle ira pas forcément avec tout le monde. Il faudra quand même avoir des garanties derrière.
pour pouvoir justifier de la capacité financière au niveau des remboursements des annuités, le temps de mettre le bien en location. Place, ouais, bien sûr, oui. Donc c'est quand même assez compliqué. Quand justement tu fais un investissement en blanc comme ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas déjà un locataire en place et que tu dois apporter 40%, j'imagine que c'est justement pour être sur une stratégie de value add et pour revendre à court terme, mais pas pour forcément porter ton immeuble, parce que sinon tu immobilises quand même beaucoup de trésorerie sur une seule opération. C'est pour ça nous on le fait pas. Voilà. Ah, oui, d'accord. Donc nous on le fait pas ça parce que comme tu dis ça va immobiliser beaucoup de trésorerie et la promotion est très gourmande en termes de trésorerie. Donc il faut vraiment avoir beaucoup de cash et ce cash n'est pas disponible. Il va être immobilisé pendant minimum 18 à 24 mois. C'est des cycles. La promotion est une activité qui demande des cycles très longs. Pourquoi continuer alors à faire de la promotion immobilière? Ben, nous aujourd'hui on continue la promotion immobilière parce qu'on est reconnu en région, on est reconnu comme un acteur local. Ou ma question, ça serait, est-ce que vous seriez capable d'avoir des aussi bonnes opportunités sur la foncière si vous n'étiez pas une boîte de promotion? Est-ce que dans ta foncière, c'est principalement des immeubles qui sortent de la promotion chez vous ou c'est majoritairement des acquisitions externes? Alors pour te faire, on va faire un ratio 2022 qui était une année où on a eu, on va dire, de la croissance externe et de la croissance interne. On a fait un investissement quasiment à 50-50 sur 2022. Okay. 50% que nous on a produit, 50% issus de la croissance externe sur des opportunités. 2023, on aura quasiment pas de croissance externe et on a quelques opérations en interne, mais qui étaient lancées depuis 2021 voire 2022. D'accord. Donc vous êtes sur des coûts 2021-2022 qui permettent d'avoir Puis la stratégie 2023, t'en parlais, hein, les taux bancaires ont vraiment explosé sur les 6 derniers mois. On aurait pu continuer à faire de la croissance externe sur 2023, et compte tenu de la hausse des taux, à moins d'avoir vraiment une opportunité avec une affaire et des rentabilités très bonnes qui pourraient venir atténuer ces taux d'emprunt assez hauts, on n'a pas forcément vocation à aller investir en croissance externe sur 2023. Ok, donc toi, ton conseil sur 2023, ça serait laisser passer l'orage, voir comment ça... Et ce qui est difficile, en fait, sur le prix de l'immobilier, notamment tertiaire et commercial, c'est de voir que t'as encore ce qu'on appelle du dry power, c'est toutes ces SCPI qui ont collecté en centaines de millions ou en milliards, qui doivent l'investir, qui ont recours très peu au crédit immobilier, donc qui vont être en capacité d'acheter cash auprès des vendeurs, et ce qui fait que les vendeurs ils s'en servent, hein, et malgré ce contexte de remontée des taux, tu vois pas pour le moment les rentabilités remonter au niveau des biens, et elles arrivent à se maintenir assez basses, justement parce que toutes ces SCPI et ces fonds d'investissement immobilier ont collecté beaucoup d'argent qu'ils doivent maintenant investir. C'est un peu la force qu'ils ont aussi, hein. Eux ils ont tout le cash disponible, il faut qu'ils le réemploient en trouvant des actifs immobiliers avec des rentabilités qui leur permettent de payer les coupons. C'est la force qu'ils ont, mais moi je me dis jusqu'à quand, dans la mesure où s'ils continuent d'investir sur du 6% de rentabilité avec les frais, tu vois, qu'ils ont au passage, ils vont être capables de servir auprès des investisseurs du 4,5 par an. Quand tu vois que le livret A est remonté à 3% sans fiscalité, à quoi bon investir finalement dans une SCPI qui te sort du 4,5 où tu vas être fiscalisé dessus, quand tu peux avoir du livret A où tu récupères ton argent immédiatement. Donc c'est aussi un jeu qui est pas facile pour eux, parce que acheter à 6 quand tous les comptes épargne sont en train de remonter, c'est potentiellement se tirer une balle dans le pied pour les années précédentes, sur les années suivantes. Ouais. Après c'est sûr, mais bon, regarde, le livret A, c'est quand même plafonné à 22 000 euros. Donc, je connais pas les coupons moyens en SCPI. C'est encore moyen, c'est 75 000 euros. Voilà, sur SCPI. Mais donc en fait le livret A aujourd'hui, ça c'est vraiment intéressant. Donc, même remplissez vos livrets A, hein, ça vaut même peut-être plus le coup avant d'investir sur de la SCPI derrière aujourd'hui, en termes de fiscalité et de risque. Mais par contre,
on a quand même un plafond qui va peut-être pas correspondre à tous les investisseurs. Non, ce que je dis pas, et c'est la nuance aussi à avoir, c'est que investir dans des SCPI, tu peux le faire à crédit aussi. Tout à fait. Donc il faut voir après à quel taux tu empruntes, parce que l'idée c'est quand même Oui. d'avoir un taux inférieur à ce que tu vas récupérer en termes de coupons. Mais il y a cette notion-là où quand tu mets de l'argent sur un livret A, c'est forcément du cash qui t'appartient. Ouais. Tiens, est-ce que tu peux nous parler de l'activité photovoltaïque que vous avez chez Tissot? Ouais. Comment ça s'est développé? Est-ce que ça a été opportuniste? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez développer dans les années à venir? Est-ce que tu penses que ça peut être une stratégie indépendante de l'immobilier qui pourrait être développée par un particulier? Quand je dis un particulier, c'est au travers d'une société, mais en partant de zéro à petite échelle, ou est-ce qu'il faut déjà avoir les reins suffisamment solides pour faire du photovoltaïque? Comment tu vois les choses, toi? Le photovoltaïque, nous, on a démarré on va dire dans les plus belles années, hein. C'était quand on arrivait à avoir un prix d'achat du kilowatt à 60 centimes. Donc, c'était quand même assez fou, hein. Il y a encore des contrats, là, encore plein, hein, 60 centimes. Ouais, nous, on a encore des contrats qui ont eu 12 ans et qui vont finir dans 8 ans. Donc, c'était sur 20 ans, en plus. C'était sur 20 ans, ouais, déjà. Déjà, à l'époque, c'était sur 20 ans. Donc, c'est intéressant. Nous, le photovoltaïque, en fait, c'est venu parce que quasiment tous nos immeubles de bureaux ont des toits terrasses. Okay. Et donc, quand on construisait un immeuble de bureau, on a dit, bon, ben, autant mettre du photovoltaïque. On a quand même la chance sur les contrats photovoltaïques d'être garanti 20 ans en termes au niveau du prix d'achat par EDF obligation d'achat. Et à 60 centimes, c'était quoi la rentabilité annuelle? Alors la rentabilité, en fait, elle a pas beaucoup bougé. On était aux alentours des 7-8% max. Okay. Mais pourquoi? Parce que le panneau solaire valait beaucoup plus cher à l'époque. Ouais. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une durée de vie sur les panneaux solaires. Alors aujourd'hui, les panneaux solaires, on annonce une garantie 20 à 25 ans selon les fabricants. Donc c'est la durée de vie de ton contrat. Nous, on s'aperçoit que les contrats qui ont 12 ans, alors certes, la cellule a eu un petit peu de perte à force d'être exposée au soleil, mais c'est une perte qui est très très minime hein, par rapport à ce qu'on pouvait annoncer à l'époque. Voilà, donc clairement, le photovoltaïque, l'avantage que ça a, c'est que le prix d'achat, il est bloqué pendant 20 ans. Mais en fait, c'est comme si vous aviez un locataire qui vous signe un bail de 20 ans ferme. Donc, et tu fais quoi dans 20 ans? Dans 20 ans, tu passes de 0,60 à 0,12 là? Oui, mais les panneaux produiront toujours. Donc en fait, si on veut au bout de 20 ans, ils sont rentabilisés. EDF obligation d'achat, il y a deux solutions. Soit on garde les panneaux actuels, mais qui sont, pour donner un ordre d'idée, je crois que de mémoire, hein, les panneaux c'était entre 150 et 180 watts un panneau. Aujourd'hui, les derniers panneaux, c'est 450 watts. D'accord. Donc avec juste en changeant le panneau, à prix équivalent. Enfin non, les panneaux sont moins chers qu'à l'époque. On parle en prix au watt crête sur les panneaux. Donc ce que tu veux dire, c'est que finalement, au bout de 20 ans, si tu refais le même investissement, même si le prix au kilowattheure a été divisé par 4, les rentabilités resteront à peu près similaires. Ouais, ok. Parce qu'un panneau, à l'époque, ça s'achetait 4 € le watt crête. Aujourd'hui, on a 1 €. Donc c'était à 60 centimes, mais aujourd'hui, on a 15 centimes quasiment. Donc, mais tu vois que, alors en France, on sponsorise pas mal le prix du kilowattheure. Là, on est, je crois, en revente particulier autour des 13 centimes, mais finalement, c'est pas le vrai coût par rapport à d'autres pays. Est-ce que tu penses pas en plus qu'il va y avoir une stratégie gagnante dans la mesure où il va y avoir un alignement européen du prix de l'électricité et on va être obligé de remonter sur ce. Donc, moi, ma vision, ça va pas être tenable non plus de garder des prix très bas de rachat de l'électricité quand le prix de l'électricité est revendu plus cher derrière. On le voit, hein, tous les mois ou tous les trimestres, le prix de rachat augmente de manière très faible, mais ça augmente quand même. Aujourd'hui, quand on était à 11 centimes il y a quasiment 1 an, en termes de rachat pour les installations de moins de 500 kilos en production, là, on est passé... Toi, t'en as des contrats au prix marché comme ça où on te rachète 11 centimes? Là, on en a fait dernièrement, on a fait 2 installations sur
Et donc là, tu n'as pas de contrat long terme, c'est 20 ans. Marché. Non, c'est 20 ans aussi. Mais avec un prix 20 fixe, ans avec un prix fixe. Ok, tu as un prix, il est à combien là Là, on est aujourd'hui, les contrats qu'on met en place aujourd'hui, on est entre 14 et 15 centimes. Ok. Mais sur 20 ans. Ouais, mais là, ça peut te pénaliser parce que potentiellement, on pourrait... Ça peut me pénaliser, mais moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le prix d'achat, ouais. la production annuelle prévisionnelle, et en fonction de ça, on a une rentabilité. Mais c'est ta volonté d'avoir un contrat sur 20 ans ou c'est une obligation? Tu pourrais pas être c'est une obligation. Tu peux pas décider d'être sur un prix marché et d'avoir les fluctuations, mais d'accepter, de prendre le risque, mais aussi l'opportunité d'avoir un prix qui augmente. Il y a deux typologies. Je parle pour les bâtiments, on va dire, tertiaires industriels. Nous, en tant que propriétaire, si on a un bâtiment, on va avoir l'option mettre en place des panneaux solaires avec un contrat de revente 20 ans au niveau d'EDF. Donc là, on sait qu'on a un prix pendant 20 ans. On prend la production 2 fois par an. On envoie de manière informatique la production. La facturation revient, tout est automatisé. Ou on pourrait très bien avoir l'exploitant dans notre entrepôt ou dans nos bureaux qui a une consommation équivalente ou plus importante par rapport à ce qui est produit et qui pourrait nous dire j'aimerais bien vous acheter la production. Et ça, tu veux pas? Ça aujourd'hui on l'a jamais fait. On l'a jamais fait et bon, ça demande de quand même pousser un petit peu l'exercice avec des contrats, avec. C'est pas notre métier en fait. Voilà. Ouais. Donc aujourd'hui d'avoir une installation et une production en face avec un prix défini pendant 20 ans, on se retrouve un petit peu dans le schéma immobilier. Moi, je le vois comme ça. Je me dis, je sais que j'ai un investissement de 100, j'ai une production de 8. Bon, mais je vais avoir mes 8% de rentabilité, par exemple. Et donc, c'est du net ou est-ce que tu as de l'entretien ou est-ce que tu as des choses qui viennent gréver toi Nous, on fait, en termes d'entretien, on fait quasiment un passage par mois d'un technicien pour vérifier qu'il n'y ait pas de problème au niveau des onduleurs. D'accord. Parce que bon, sinon on a quand même une perte de production qui peut chiffrer assez rapidement. Et puis une fois par an, on fait passer une entreprise de nettoyage, en l'occurrence l'entreprise du groupe, pour faire un nettoyage des panneaux. Parce qu'on est quand même dans une région où des fois on a des pluies un peu sableuses qui font que ça nous fait perdre en production, quoi. Yeah, oui. Donc ça on a remarqué qu'il de temps en temps il fallait mettre un petit coup d'eau sur les panneaux. Pour l'anecdote, là, j'ai mon beau-père qui a mis des panneaux photovoltaïques sur sa maison il y a 15 ans de ça. Donc il a un contrat où il est à 0,60 centimes, ça lui rapporte à peu près 2 500 € par an et à chaque fois il faut faire l'envoi de la facturation et il se trouve que il a 65 ans donc c'est moi qui m'en charge. Et là ça faisait 2 années que j'avais pas fait la facturation donc j'ai essayé de faire ça ce week-end. Je lui demande d'aller relever l'index sur le compteur et en fait il se trouve que l'index c'était le même, il s'était pas rendu compte, il y avait l'onduleur, le disjoncteur de son installation qui avait disjoncté. Ça faisait 2 ans que les panneaux photovoltaïques renvoyaient rien du tout. Il le savait pas et donc il vient de s'asseoir sur 5 000 € à cause d'une connerie. Et là je me suis dit mais attends, comment ça se fait qu'il n'y ait pas quelqu'un qui nous ait inventé un petit boîtier qui te fait remonter que le disjoncteur il est tombé ou qu'en tout cas il n'y a pas de renvoi d'électricité. Bon là aujourd'hui sur les installations maintenant qui sont mises en place, il y a un petit peu comme tout, hein, on a l'application pour le solaire et ça y a des apps. Maintenant ça y est. Son install elle a 15 ans. Oui, donc, mais tu vois, il n'y avait pas d'application. C'est sûr. Là, je me suis dit mais c'est ouf. Si ça disjoncte, tu t'en rends pas compte, t'as même pas d'alerte pour te dire que. Ah ouais, mais c'était le cas au début, hein, nous même sur des installations sur des toitures d'immeubles, on n'avait pas d'alerte. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on avait quelqu'un qui passait régulièrement pour vérifier parce que c'est pareil, les panneaux, c'est quand même une technologie qui existe depuis des années. Hein. Et tu vois, EDF, ils le savent. Si tu envoies de l'électricité sur le réseau, ils pourraient t'envoyer l'alerte. Ils ont ton mail. Je pense qu'à 60 centimes, ça les intéresse pas de. Je te disais, c'est clair. Et après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit de plus en plus chez les particuliers. C'est quand même intéressant. On sait pas trop où on va sur le prix de l'énergie. Et quelqu'un qui a une maison 100% avec de la source d'électricité, avec une toiture, quelques panneaux, des fois, ça peut permettre de diviser la facture par 2 et l'investissement en auto-consommation
peut s'avérer et va s'avérer de plus en plus intéressant. On a les batteries qui arrivent aussi là petit à petit. Ouais, moi je regardais surtout mes factures d'électricité. En fait, c'est d'autant plus intéressant quand tu es en autoconsommation parce que quand tu regardes ta facture, ce qui te coûte cher, c'est pas tant les 13 centimes qu'on me facture là au prix du kilowattheure, c'est l'abonnement et toutes les taxes qui viennent de se rajouter parce qu'en fait les 0,13 ça c'est du hors taxe. J'ai 40 € par mois d'abonnement pour être sur une puissance de 9 kWh. Et après, quand je regarde ma facture au trimestre, j'ai quasiment 50 à 60 € de TVA à 20% qui viennent se rajouter là-dessus. Donc, t'as des taxes sur les taxes, et ce qui fait que je dois avoir, entre l'abonnement et la TVA, 30 à 40 € par mois de choses qui ne sont pas ma facturation d'électricité. Donc, quand tu es en autoconso, tu as déjà gagné 500 € de taxes et de... Malheureusement, tu es quand même obligé d'avoir un contrat parce que le soir, tu produis pas et donc tu vas être obligé de consommer sur le réseau. À moins d'avoir des systèmes de batterie. C'est là qu'il faut la batterie, d'accord. Ouais, voilà. Mais aujourd'hui, les batteries commencent à arriver là. Alors, moi aujourd'hui, je mettrais pas forcément des batteries. Je pense qu'il faut attendre 2-3 ans que tout soit bien stabilisé. On est encore sur. Ou alors c'est ce que tu dis, c'est ce qui va se passer, c'est que comme les panneaux photovoltaïques, tu vas payer très cher des batteries avec très peu de capacité. Quand peut-être dans 5 ans, à prix égal de batterie, tu auras 4 fois plus de capacité de stockage. C'est sûr. Parce que les batteries, elles existent déjà. Tu vois, t'as déjà des batteries pour les camping-cars, mais c'est hors de prix. Là, les batteries qu'ils vont proposer, c'est un petit peu ce que fait Tesla aujourd'hui, c'est de dire vous avez les panneaux solaires qui viennent alimenter la batterie, soit pour recharger la voiture, soit pour prendre le relais sur la conso du soir au niveau de la maison. Et bon, enfin, demain, si on arrive à mettre ça en place de plus en plus directement chez les particuliers, c'est dans une région comme le sud de la France où on est, bon, c'est pas neutre en termes de pouvoir d'achat pour tout le monde, quoi. Je change de sujet parce que on n'a pas parlé de ton parcours pour arriver là. Toi, ce qui est assez étonnant, c'est que tu as fait du rugby à haut niveau. T'as un parcours qui est plutôt typé commerce, force de vente et rien à voir avec l'immobilier. Comment tu t'es servi de tes expériences, si tu t'es servi de ce que tu as appris au rugby ou dans la vente pour arriver à l'immobilier? Comment ça s'est passé tes premières expériences au niveau de l'immobilier? Parce que ce qui est intéressant, c'est que maintenant, est-ce que tu aurais par rapport à ton parcours et ce que tu as appris, des conseils à donner à une personne qui se lance dans l'immobilier, de choses qu'il faut faire, de choses qu'il faut pas faire, les grosses erreurs que tu as faites et qui t'ont permis d'apprendre et de passer une marche. Tu vois, s'il y a un jeune qui arrive, tu vas lui conseiller de faire quoi pour se créer un patrimoine? Déjà moi, enfin, le rugby, c'est quand même un sport assez fédérateur d'équipe, donc ça m'a surtout mis en avant le fait on peut pas tout faire tout seul. Faut arriver à créer, on va dire, des partenariats ou des relations de confiance, ne serait-ce que, avec son banquier, par exemple, parce que pouvoir se créer un patrimoine immobilier, sans les banques, c'est compliqué, hein, surtout quand on veut partir petit à petit. Et ce que tu disais, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'immobilier, en général, on va tous passer par le premier achat investissement. Est-ce que, si je caricature la chose, est-ce que j'offre une bouteille de champagne ou des chocolats tous les ans à mon banquier, par exemple? Est-ce que ça, c'est une bonne pratique, selon toi, ou? Alors, moi, je l'ai fait. Moi, je le fais aussi parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est comme dans tout. C'est n'importe quelle activité, la personne qui travaille, enfin, qui va nous apporter de la valeur ajoutée. Donc, en l'occurrence, par exemple, le banquier pour pouvoir se créer un patrimoine immobilier ou créer des connexions et des partenariats sur du développement. S'il est pas là, on fait rien, quoi. Et donc, nous, c'est dans toutes les activités, que ce soit dans la société de parking, dans la société de nettoyage. Quand on a un client qui nous fait confiance, qui nous fait travailler, le fait de donner une petite bouteille de champagne ou une petite boîte de chocolat à la fin de l'année, ça montre qu'on a de la considération pour lui aussi. Et
et c'est ça qui fait aussi partie du développement, on va dire économique, mais aussi de soi-même pour avoir ben, je sais pas moi, une relation avec son banquier ou avec son assureur, ou avec, enfin, les gens avec qui on travaille aujourd'hui. On, Moi, j'y crois assez à ça, tu vois, c'est ce biais de réciprocité. C'est que quand on est gentil avec toi et qu'on te donne, bah, tu as envie de t'engager et de te démener justement pour faire passer le dossier de ton client. Donc moi, effectivement, je vais peut-être pas citer de nom parce qu'après, il y a peut-être une charte de déontologie ou ouais, de bien conflit sûr, ouais. d'intérêts dans les banques et qu'il y en a peut-être qui vont se faire taper sur les doigts. Mais effectivement, moi, mon banquier perso, je me rappelle à l'époque, il m'a fait passer des dossiers, mais j'étais à 60% de taux d'endettement. Il allait les défendre devant comité pour absolument que ça passe parce qu'ils avaient encore cette latitude de privilégier certains clients qui allaient Ouais, dépasser les seuils. Et tu te dis, en fait, il en a 50 des clients à gérer au quotidien. Donc cette énergie qu'il est en train d'engager avec toi, il le fait parce que tu as réussi à créer cette relation qu'il a peut-être pas avec ses autres clients. Et donc effectivement, moi je sais que à l'époque, à chaque fois que je faisais passer un deal, je lui amenais une bouteille de champagne, une boîte de chocolat et je le remerciais. Et d'ailleurs, c'est la stratégie, on le voit souvent dans l'immobilier, tu vois. GGL Stadium, FDI Stadium, en tout cas à Montpellier, tous les promoteurs immobiliers de près ou de loin, bah, qu'est-ce qu'ils font? C'est que c'est malheureux, mais ils vont réinvestir dans l'économie locale en faisant du naming de stade ou pourquoi? Parce que forcément, une municipalité ou une société d'économie mixte, elle se sent aussi d'être dans ce biais de redevabilité, de dire, bah, OK, ils participent au développement et à l'essor économique de la ville, c'est normal qu'à un moment donné, ils aient accès à des terrains pour faire de la promotion immobilière. Et c'est pas forcément de la corruption, mais c'est comme ça que fonctionne l'être humain. C'est de se dire, OK, on les voit, ils existent, ils font partie de la ville, donc c'est normal qu'à un moment donné, on leur donne des terrains, on leur donne pas, on leur fait payer des terrains, mais dans l'appel d'offres, quand il faut choisir entre 10 projets, bah, potentiellement, on va privilégier celui-là parce qu'on l'a bien en tête dans la mesure où il a fait du naming sur le stade de rugby. oui, ça c'est sûr, mais enfin ça on peut le dupliquer à Et on peut le toutes dupliquer les à tout. activités en fait. Exactement. Mais c'est une réalité dans l'immobilier qui existe, hein, et je pense que c'est pas lié uniquement aux plus grosses entreprises. À tout niveau, ça Non, existe tout niveau mais parce que c'est de la ouais, relation intuitive personnelle entre les individus. tout Hein. à fait, ouais. Mm. Mais après, c'est pour prendre l'exemple, par exemple, des stades, des entités comme ça, euh, s'il y avait pas les entreprises et les partenaires en fait pour tous ces sports en fait aujourd'hui et ces associations, enfin, on a tous aujourd'hui des enfants qui pratiquent le judo, le basket, le tennis dans des associations. Ce sont des associations. Et s'il n'y avait pas des entreprises qui participent comme ça dans la vie des clubs sportifs, ben déjà au niveau des coûts, les municipalités ne pourraient pas forcément abonder pour que tout le monde puisse faire tourner ces activités. Donc d'un côté, c'est sûr que il y a du partenariat. Nous aussi, on fait du partenariat auprès de clubs sportifs, mais bon, des fois c'est pour la passion du sport aussi. C'est pas forcément toujours en attente d'un retour, mais c'est sûr que euh, quand on parle de naming de piscine, de stade, c'est des sommes qui sont très importantes et le fait pour la ville de redonner ou de valider des appels d'offres sur, on va dire, sur ces entreprises-là. Donc il y a ce côté un petit peu comme tu disais renvoi d'ascenseur par rapport à ces Mm. namings. Mais ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que ils vont favoriser du coup une entreprise locale Et avec de l'emploi, qui emploie exactement. des gens sur la métropole, qui crée du pouvoir d'achat. Donc fait, moi pour moi c'est comme tu dis, bon c'est un petit peu je vais payer je vais payer du sponsoring auprès d'un club. Euh, Non, mais attention, hein, c'est pas dit. En plus, c'est pas dit comme tel. C'est juste des choses qui se font Ah non, naturellement. non, non, mais Et c'est justement pour essayer d'expliquer un petit peu le côté mm, sponsoring, ouais. même nous, vis-à-vis de la société. Mais c'est vrai que c'est particulièrement marquant parce que la promotion immobilière est une activité très représentée à Montpellier, hein, de par l'essor aussi qu'a la ville. Et c'est vrai que quand tu regardes le naming, il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui se sont engagés Ah ouais. là-dedans sur Montpellier.
Et c'est trop bien, hein, c'est ce qui aussi crée l'emploi à Montpellier. Mais c'est vrai que je pense que, tu vois, ça participe de cette logique de réciprocité aussi, avec laquelle bah, tout le monde joue. Et je pense que, à titre particulier, offrir une bouteille de champagne à sous-banquier, ça coûte pas grand-chose. Et finalement, ça peut rapporter beaucoup dans la mesure où si votre banquier il décide de vous faire passer un dossier de financement pour de l'immobilier locatif, ça peut se Ah retrouver oui, oui, tout à fait. très, très intéressant. Moi, aujourd'hui, quand j'ai rendez-vous avec mes banquiers, soit je vais à la banque, soit ils viennent au bureau. Ce sont ces Mmh. conseillers pros qui sont amenés à se déplacer. Et c'est vrai que c'est pas le rendez-vous avec le banquier comme, enfin, c'est plutôt assez chaleureux, voilà. On discute un peu de la pluie, du beau temps et c'est chaque fois un rendez-vous qui est agréable. Alors que bon, selon le contexte et la relation qu'on peut avoir, euh, ça sera jamais le même rendu en fait, voilà. Ouais. Donc la moralité, c'est amener votre banquier voir un match de foot. Ça, ou vous amenez une petite boîte de chocolat, ça coûte 25 euros. Mmh. Enfin, ça fait plaisir à tout le monde. Faut juste aller faire un peu de sport après, mais voilà. Ok, donc j'ai jamais investi dans l'immobilier, je suis un jeune, je vais voir mon banquier avec une boîte de chocolat. Euh, Qu'est-ce que je lui présente comme projet? Est-ce que tu crois que si j'ai jamais investi dans l'immobilier, que je lui présente un projet tertiaire ou un projet commercial, il va me suivre ou il va me dire t'es complètement fou? Dans la mesure où on a toujours l'impression que il faut avoir déjà quelques opérations à son compteur. Toi, par exemple, t'as commencé comment? Alors moi, bon, au niveau du groupe, mon père avait déjà commencé à investir, donc ce que j'ai vu moi enfin l'évolution que j'ai vue en fait à travers du groupe, c'est que quand on allait regarder des investissements aux alentours de 1 million, 1 million 500 000 euros, c'était les dossiers, on va dire, courants que je faisais quand je suis rentré. Aujourd'hui, maintenant, c'est des dossiers à entre 20 et 30 millions d'euros. Mais en fait, on s'aperçoit que le dossier qui fasse 30 millions ou 1 million? 30 Ouais. millions ou 1 million, c'est exactement la même chose. C'est que le dossier de 30 millions, en face, il va y avoir 2,5 millions de loyer. Le dossier d'1 million, il va y avoir 70 000 euros de loyer. Et c'est là où, en fait, ce qu'il faut faire quand on va voir son banquier, c'est arriver avec un dossier bien préparé. C'est-à-dire, je vais investir dans un petit plateau de bureau ou un local d'activité. Mon investissement, c'est par exemple 500, 600 000 euros. Je vais déjà avoir mon tableau qui sera préparé en disant, voilà mon investissement global, 500 000 euros. Sur ces 500 000 euros, voici mes frais de notaire que j'ai déjà calculés. Voici les frais de prise de garantie d'hypothèque que j'ai déjà calculés. Donc on a l'investissement global. À côté de ça, on va venir mettre en place le coût prévisionnel du prêt qu'on aura déjà pu calculer via Ouais, il y a plein Internet. d'outils Il y a sur. plein d'outils Ouais. qui sont maintenant hyper faciles en plus. Donc ça permet d'avoir son coût global, son annuité, et à partir de là, ben, on va calculer une LTV qui soit cohérente. Donc soit 90%, c'est-à-dire 10% d'apport, 15%, 20% en fonction de la capacité, ce qui permet que les loyers puissent couvrir les annuités. Et derrière, bon, si l'avantage quand on est sur un local professionnel, c'est que le locataire va pouvoir, on va pouvoir lui refacturer la taxe foncière, les charges afférentes à l'immeuble. Donc en fait, on est sur un investissement qui peut potentiellement dégager de la trésorerie positive ou être à l'équilibre. Ouais, ce que j'aime bien dans dans ce que tu nous dis là, ça fait écho au premier podcast avec Tony Parker, qui est de dire faites vos devoirs. C'est-à-dire que avant même de présenter le dossier à un banquier, il faut que tu aies travaillé sur l'environnement, pourquoi l'environnement et la position de ton immobilier est super intéressante, pourquoi il n'y a pas de risque, parce que tu sais que très facilement tu vas pouvoir retrouver un locataire si ce premier locataire venait à partir, que ce locataire, par exemple, si c'est une ancienne alimentaire, tu vas pouvoir justifier qu'elle est là depuis 20 ans. Et donc, elle va pas partir parce que ce qui est intéressant, par exemple, sur du commercial, c'est cette notion de pas de porte, de création de valeur liée à l'emplacement. Les gens savent, par exemple, que c'est une boulangerie
Marie Blacher qui est installée là, et ça a une vraie valeur. Et donc la boulangerie Marie Blacher, elle va pas partir pour aller ailleurs parce que comme les gens ont identifié qu'il y avait une boulangerie, le fait qu'il y ait une boulangerie là, il y a un fonds de commerce, il y a un pas de porte, la boulangerie elle partira plus. Donc si tu as fait ce boulot de détermination de l'environnement, ce travail de décomposition du loyer brut jusqu'au loyer net, et effectivement, comme tu l'as dit, par exemple, sur du commercial, tu peux refacturer beaucoup de choses à ton locataire, à savoir quasiment toutes les charges, l'assurance, la taxe foncière. Finalement, ton loyer brut est quasi ton loyer net. Oui. On appelle ça le triple net. Donc dans le triple net ou aussi ta rentabilité acte en main, c'est-à-dire dans laquelle tu vas inclure aussi tes frais de notaire, tes frais d'agence immobilière ou de broker. Et tu vois, il y a des dossiers qu'on voit sur le marché qui sont à 600 000 euros, qui sont des très belles opportunités. Il faut pas hésiter, moi je pense aussi à se dire je vais structurer ça avec un ou deux amis dans une société commune, parce que finalement l'apport sera très faible et c'est souvent des dossiers qui s'auto-rentabilisent. Donc tout ce dont on a besoin, c'est d'avoir une capacité d'emprunt suffisante pour emprunter 600 000 euros, par exemple, pour des personnes qui commenceraient dans la vie professionnelle. Et à partir du moment où la banque t'a mis quasiment tes 600 000 euros sur la table, tu t'en fous de savoir si tu as le salaire qui permet de compenser ou pas, parce que dans tous les cas, c'est ton locataire qui va payer. Donc ce qu'il faut, c'est juste arriver à faire passer le dossier auprès de la banque. Et comment tu fais passer? Si tu n'as pas cette capacité d'emprunt suffisante, fais avec un pote. Mais au moins, ça te permet d'accéder à des dossiers que tu n'aurais pas pu faire seul. Fais avec un pote où tu as également le crédit bail, qui peut permettre d'offrir des formalités de remboursement un petit peu à la carte. Ouais, on n'en parle pas suffisamment du crédit bail. Ouais. Alors, le crédit bail est plus cher qu'un crédit immobilier classique, donc dans les temps qui courent, ça peut être compliqué. Oui, aujourd'hui, c'est pas forcément le plus intéressant, mais par contre, le crédit bail, pour quelqu'un qui se dit je vais acheter l'actif, j'ai un bail sécurisé sur un 369 avec 6 ans ferme, par exemple, ça peut être quelque chose d'intéressant, parce on peut dire je vais rembourser plus les 6 premières années avec la sécurisation de mon bail et avoir une échéance qui diminue après la 6e année pour être un peu sécurisé, par exemple, et alors ça peut être intéressant. Pour expliquer ce que tu dis de manière un peu vulgarisée, donc déjà, qu'est-ce que le crédit bail? Le crédit bail, c'est l'idée que ce n'est pas moi qui achète, c'est la banque qui achète et qui devient propriétaire pendant une durée de 12 à 15 ans en moyenne. Ils vont jamais au-delà de 15 ans, mais l'idée, c'est d'aller le plus longtemps possible pour avoir les échéances les moins importantes. Et donc, comme c'est la banque qui est directement propriétaire du bien immobilier, moi, je ne paye pas des remboursements d'emprunt. C'est un leasing comme un leasing automobile. Je vais payer uniquement des échéances qui correspondent à des loyers avec une dernière échéance qui va être déterminée, qui va être plus ou moins importante. Soit c'est un euro symbolique, soit on a dit que au début, j'allais avoir des échéances un peu courtes et j'ai une grosse échéance à payer à la fin que je pourrais réétaler sur une période plus longue. Donc en tout cas, c'est comme un leasing automobile. Ce qui est intéressant, c'est que comme la banque elle est propriétaire, elle part du principe que si je ne paye plus mes remboursements, elle ne va pas galérer pour récupérer le bien immobilier parce que le bien lui appartient. Donc elle va pas devoir engager une procédure longue de saisie du bien immobilier pour le récupérer. Comme elle ne récupère pas le bien immobilier, elle est prête à aller plus loin dans le financement et notamment à payer tous les frais de notaire, ce qui, dans l'immobilier commercial, ne se voit jamais du financement à 110%, non. Sauf quand on met en place un crédit bailleur. Mais comme il y a ce mécanisme, ce qu'il faut comprendre, c'est que les crédits bailleurs, c'est des entités qui appartiennent aux banques, mais qui sont externes aux banques, qui font une analyse financière et qui disent à la banque, OK, j'accepte de faire un crédit bail, d'acheter l'immeuble et de le sous-louer pendant une période de temps à l'investisseur particulier, mais elle se finance auprès de la banque. Donc c'est pour ça que, en plus du taux commun d'une banque, elle va rajouter à peu près 1%. Donc si tu as des taux de 4 à 5% pour acheter actuellement de l'immobilier commercial, ça va te coûter 5-6% avec un crédit bailleur. Mais effectivement, ça t'offre bien plus de souplesse parce que ça sécurise la banque. Puis ce qui peut être intéressant dans le crédit bail aussi, c'est, comme tu disais, quand tu arrives en fin de période crédit bail, par exemple 12 ou 15 ans, tu peux très bien voir avec la banque pour avoir une valeur de sortie résiduelle de 20 à 30% oui. de la valeur d'achat. Bon,
immeuble qu'on va acheter 100, tu payes que 70 pendant voilà, les on 15 va payer premières années. 70. Donc, ça veut dire que si vraiment on veut racheter l'immeuble à la sortie, ben, on payera 30. Oui, et tu Ou refais un alors, on crédit pourra immobilier refaire un classique crédit de et qui sera 30. couvert par les loyers. Donc, il y a, D'ailleurs, c'est ce qui se voit souvent. Hein. oui, L'immeuble qui vaut 100, tu vas payer 50 les 15 premières années. comme pour les voitures, hein, Et c'est voilà, le même système. Hein. même système. Soit on fait un premier loyer un peu important, et on a des échéances assez basses avec une option d'achat en sortie, ou alors on fait l'inverse, si on a des loyers assez bas avec une option d'achat en sortie au bout de 2-3 ans. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que alors les banques sont très attentifs sur l'étude des crédits baux. Et effectivement, pour arriver à faire passer ton dossier au travers d'un crédit bail, il va être nécessaire souvent d'avoir euh, avec ton locataire commercial une période de bail assez longue sur des durées fermes pour sécuriser la banque. C'est-à-dire que si tu es capable, il faut être capable de dire, bah, par exemple, je rachète les murs d'un Basic Fit qui vient de s'installer, donc d'une salle de sport, et qui a accepté de s'engager sur un bail ferme pendant 12 ans. Et donc, quoi qu'il se passe, lui, il va payer pendant 12 ans. Comme ça sécurise la banque Ouais. sur les flux locatifs qui vont venir. Si tu n'as qu'un bail classique 369 avec une période d'échéance 3 ans, il va pas vouloir Plus y aller. compliqué. Je pense que ce qui n'a pas été dit, c'est que en fait, c'est pas tant le banquier que tu essayes de convaincre en général, c'est que ce qu'il faut amener en termes de boulot, c'est toute la préparation nécessaire pour que le banquier à qui tu as offert une bouteille de champagne et qui est assez proche de toi soit capable de convaincre son N+1. Donc, quelle est toute la documentation que tu vas lui amener pour faciliter le passage en comité? Parce que le banquier que tu côtoies tous les jours, lui, il a envie de t'accompagner, il connaît Ouais. Olivier, il a envie de te faire passer des opérations, mais c'est comment lui-même a suffisamment d'éléments pour aller convaincre son comité. Et c'est là que tu peux peut-être dire ce que tu proposes au banquier. Toi. Le banquier, déjà, il va devoir retranscrire tout ce qu'on lui a dit avec, on va dire, un dossier ou une typologie propre à chaque banque pour le passage en comité. Donc, déjà, en arrivant pour voir son banquier avec un dossier, on va dire un dossier complet, ce que je disais, c'est on peut faire comme un PowerPoint, hein, c'est assez simple, hein, en venant faire une capture écran de la ville, puis après une capture écran du quartier où on va acheter le bien, puis une capture écran de l'immeuble en lui-même avec une vue Google Earth. À partir de là, on va faire une slide après qui va détailler la typologie de l'actif. Dire j'ai 3 plateaux de 100 mètres carrés, j'ai 25 places de parking privatives. Donc vraiment de lui expliquer bien l'immeuble. Dans les vues aériennes avant, on peut matérialiser les sorties d'autoroute éventuellement si c'est proche des accès, ou le centre-ville, ou s'il y a un parking à proximité, les différentes enseignes ou les sociétés présentes, on va dire dans le secteur où on va acheter l'immeuble, ce qui peut montrer que le quartier est plutôt assez bien valorisé ou qu'il y a des entreprises qui s'y sont installées. Donc tout ça fait partie de l'histoire en fait qu'il faut lui raconter pour lui montrer que ce plateau de bureau c'est exceptionnel et c'est vraiment une bonne affaire par rapport au prix que je vais acheter. Tout ça après est mis en place et validé par les chiffres qu'on va venir lui mettre dans les tableaux. Donc le prix d'acquisition avec les frais de notaire, les frais de garantie, en face le loyer prévisionnel qui est attendu et qui peut même être justifié par soit un agent immobilier classique. C'est quoi la crainte du banquier? Il faut le rassurer de quoi en fait? La crainte du banquier, ça va être de se dire, en fait, si les loyers sont pas payés, est-ce que le client a la capacité de rembourser? Okay. Donc en fait, c'est là où au niveau du comité, ça peut ne pas passer derrière parce que en fait, la crainte du banquier, c'est de pas être payé. C'est toujours la crainte qu'il va avoir. Donc en fait, le dossier, s'il est bien préparé, le banquier, lui, va pouvoir avoir toutes les armes pour pouvoir monter le dossier. Ouais, je vois souvent des personnes qui me disent non, mais j'achète pas cher par rapport à un prix au mètre carré, c'est sûr que ça vaut plus, c'est pas grave si je peux pas payer. Non, le banquier, c'est pas un Le prix au prêteur mètre sur carré, ça gage. l'intéressera pas. Ça l'intéressera pas. Le banquier, il récupérera jamais l'actif pour essayer de le revendre par lui-même. Donc même s'il faisait une super affaire dans le fait que vous remboursiez
pas, il s'en fout parce que c'est pas son métier, lui, de récupérer de l'immobilier pour revendre. Donc vraiment, ok, ce qui l'intéresse, c'est être sûr que toi, tu vas payer. Pour un premier achat, l'idéal, c'est d'arriver avec un locataire identifié, même quitte à avoir les 2 derniers bilans de ce locataire, de sa société. Là, c'est l'idéal. Hein. Le banquier, il a tous les éléments pour pouvoir justifier que le loyer sera payé. Si le dossier est bien monté, en général, c'est des dossiers qui sont assez faciles à faire passer en comité derrière. Et toi, tu as monté une banque d'affaires, justement, où votre job, c'est de faire des dossiers comme ça pour essayer de financer des actifs, pas que pour la holding Tissot, mais aussi pour des d'autres investisseurs externes, ou d'autres clients. Pourquoi tu as monté ça? C'est parce que justement vous aviez cette compétence forte en interne ou quelle était la logique derrière? Moi, en fait, cette banque d'affaires elle a été montée. Pourquoi? Parce que ça fait presque 10 ans aujourd'hui que je monte des dossiers. Explique ce que c'est une banque d'affaires parce que les gens, je pense qu'ils comprennent pas ce que c'est le terme banque d'affaires. La banque d'affaires, elle va être là pour plusieurs, plusieurs critères. Il y a un premier critère, on va s'adresser à des clients particuliers où on va faire essentiellement du courtage pour accompagner le client qui veut acheter son premier appartement, qui veut faire un investissement en défiscalisation. Ce client-là, on va lui apporter notre compétence pour aller voir les banques à sa place et aller lui chercher le taux le plus intéressant pour son investissement. Donc là, on parle de courtage immobilier et le client va avoir ses frais de dossier bancaire et il aura des frais complémentaires à payer. Donc même pour ma résidence principale, je peux venir te voir. Ouais, tout à fait. Okay. Pour une personne qui aujourd'hui est assez prise, même pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que dès qu'on a une famille, des enfants, le soir on rentre du boulot, on n'a pas forcément le temps d'aller faire 4-5 banques pour aller voir qui va nous proposer le meilleur taux, qui va nous proposer les prises de garantie les plus intéressantes aussi sur l'actif qu'on va acheter. Le métier de courtage de prêt est intéressant parce que pour donner un ordre d'idée sur un investissement aux alentours de 300 000 euros, nous, le courtage, ça va être facturé entre 1 500 et 2 000 euros qui peuvent être intégrés dans le prêt qui va être fait pour l'achat de l'actif. Ouais. Voilà. Donc, quand on lisse cette somme-là sur les 15, 20 ou 25 ans de durée d'emprunt, ça représente si quasiment. De mieux négocier c'est ça. Le but, c'est d'avoir le taux le plus bas et l'économie sur le montant emprunté. Tu les vois pas, c'est de suite rentabilisé. Voilà. Mais donc déjà, pour que les gens comprennent, une banque d'affaires, faut enlever la notion de banque. Vous n'avez pas de. On prête pas d'argent. Voilà, vous prêtez pas d'argent. Vous n'avez pas vous n'êtes pas un établissement de crédit. L'idée de banque d'affaires, c'est d'offrir des services financiers à des particuliers ou des entreprises. Particuliers, professionnels. Okay. Et donc, sur les professionnels, tu vas leur structurer des dossiers, tu les accompagnes, tu commences où, tu finis où? C'est toi qui trouves les biens immobiliers ou? Non, même pas. En fait, sur le professionnel, c'est beaucoup plus large que ça parce qu'on va avoir plusieurs typologies. On va avoir le chef d'entreprise qui va faire un investissement immobilier professionnel. Donc, par exemple, il va acheter ses nouveaux bureaux et il va pas avoir forcément envie de s'occuper du montage de son financement. Donc, souvent, il fait appel à nous. Donc là, on vient de le faire pour une entreprise sur Bordeaux, une entreprise sur Agen. On a plusieurs clients assez réguliers. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que des fois, on va avoir des taux plus intéressants avec des banques extérieures. Donc, pas son banquier, on va dire, qui le suit depuis 10-15 ans. Et ça fait prendre conscience aussi que le métier de la banque, c'est quand même bien de souvent mettre en concurrence, concurrence les banques entre elles. Ça paye pas d'être fidèle avec son banquier. Ça peut payer, mais c'est pas forcément, en fait, c'est pas forcément le cas. C'est aussi la façon dont les banques agissent, ce dumping des taux pour aller faire de l'acquisition client. On va te proposer un taux plus intéressant pour que tu changes, tu passes tes comptes. La banque va pas forcément gagner plus d'argent sur le prêt, mais ce qu'elle va chercher, c'est les flux de l'entreprise qui vont passer par la nouvelle banque, en fait. Voilà.
Et donc c'est là où c'est assez marrant. Donc on va accompagner sur de l'investissement de ce type-là, ou alors on va accompagner des chefs d'entreprise qui ont vocation à faire euh, du développement au niveau de leur société, sauf que à l'instant T, ils n'ont pas forcément la trésorerie pour lancer une opération marketing, commerciale, de manière à aller faire de l'acquisition client complémentaire. Et donc ces clients-là, on va aller chercher des business angels pour eux. On va leur monter un bilan prévisionnel en fonction du développement qu'ils veulent mettre en place sur leur activité, et ils vont aller soit ouvrir leur capital. Ah oui, donc là, c'est même du private equity. On fait du private equity, donc ils vont aller ouvrir leur capital pour des business angels, ou alors, si on veut pas forcément ouvrir le capital, on va pouvoir mettre en place des contrats d'obligation privés. Donc, c'est-à-dire que une personne ou un groupement de personnes va venir prêter une somme d'argent qui aura été définie en fonction du business model fait avec l'entreprise, et tout ça va être rémunéré de manière annuelle avec un taux qui varie entre 6 et 15% selon le risque pris par l'investisseur. Oui. Donc finalement, de l'immobilier, progressivement, vous allez même sur les services aux entreprises, dans la mesure en fait où tu capitalises en fait sur tout le réseau que vous avez constitué pendant les 30 dernières années, et cette réputation de gens stables qui avancent progressivement, mais pour pouvoir aussi fédérer. Là, tu me parles de club deal entre business angels qui vont aller financer aussi le développement de société. Donc là, on s'éloigne quand même de l'immobilier d'entreprise. On s'en éloigne, ouais. Mais ok, top. Mais bon. Où est-ce qu'on retrouve la holding Tissot alors dans 30 ans? Parce que là, si vous partez maintenant sur du club deal de business angels, finalement tous les champs sont possibles. Où est-ce qu'on retrouve toi, où t'aimerais être dans 30 ans? Moi, dans 30 ans, j'aimerais prendre un peu de recul. Okay. Parce que bon, c'est quand même... Allez, dans 10 ans, un peu plus court terme. Non, dans 10 ans, j'aimerais pouvoir continuer le développement des différentes activités qu'on a. Parce que bon, l'immobilier, aujourd'hui, ça continue de croître, mais on s'aperçoit que ce soit dans le sud de la France ou même dans tous les territoires, on a quand même de plus en plus j'appellerais pas ça des contraintes, mais de notions environnementales à prendre en compte. On peut plus construire en étalant les villes parce qu'on a des problèmes d'imperméabilisation des sols, notamment nous dans nos régions. Donc, il va falloir, dans 10 ans, je pense que le métier de la promotion immobilière on continuera à faire des nouveaux immeubles, mais on aura un gros travail à faire sur de la restructuration d'immeubles existants parce que on n'est pas forcément là pour faire que du neuf. Il faut aussi penser aux immeubles qui ont 30, 40 ans, qu'on va pas forcément toujours démolir, mais essayer de revaloriser des actifs qui sont pas forcément mal placés. C'est juste qu'ils ont été construits il y a 30 ou 40 ans. Ils répondent plus forcément aux besoins, que ce soit sur du bureau ou du logement, et il va falloir faire un gros travail de restructuration de tous ces biens-là immobiliers. Donc il y aura peut-être même des opportunités pour des nouveaux entrepreneurs avec des nouveaux métiers qui pourront ressortir. Merci Olivier. On va pas tarder. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à donc une personne qui veut se lancer dans l'immobilier? Dernier conseil, je pense que si quelqu'un veut se lancer, il faut essayer. Il faut essayer parce que si on n'essaye pas, de toute manière, il y aura pas forcément de risque. Le seul risque, ça sera d'avoir un refus de son conseiller bancaire, en fait. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir signer des compromis avec des clauses suspensives. Ça, c'est très important quand on fait de l'immobilier. Toujours penser à essayer de mettre au moins une clause suspensive quand on va se positionner sur un bien immobilier, parce que peut-être qu'on n'aura pas vu un problème sur le bien ou l'emplacement. Si on connaît pas forcément où est-ce qu'on va acheter, on peut avoir des surprises. Donc, bien penser à mettre
à mettre une clause suspensive, notamment d'obtention de financement. Je pense que c'est le plus important. Mais ce que les gens savent pas forcément, c'est que autant c'est assez usuel d'avoir la condition suspensive de financement sur de l'immobilier résidentiel et on pense pas souvent à en rajouter, autant sur du tertiaire et du commercial, il n'y a rien de surprenant d'en avoir bien plus des conditions suspensives. Oui. Conditions suspensives environnementales, conditions suspensives liées à l'analyse du bâtiment. En fait, il y a souvent un travail de due diligence, donc d'analyse des pièces documentaires, d'analyse de l'actif, qui peut permettre de rajouter pas mal de conditions suspensives et de permettre à un potentiel acquéreur de sortir de la vente si finalement, au dernier moment, il le sent pas. Analyse par exemple de l'antécédent sur les locataires qui sont en cours. Est-ce qu'il n'y a pas d'arriéré de paiement? Est-ce que le locataire a toujours été à jour de ses paiements? Et donc c'est tout ce qu'il faut vérifier et qui permet de dire bon, en fait, j'arrête, même si j'ai signé un compromis chez notaire, j'arrête la transaction parce que ça me sécurise pas. C'est très important, je pense. Oui. Ouais. Et surtout, faut pas hésiter à le négocier. Ça fait partie de la négociation quand on va faire une offre. Donc on peut en mettre 4 et il y en aura que 2 qui seront retenus et c'est pas grave. Mais au moins il y a 2 conditions et ça permet d'avoir une porte de sortie si il y a quelque chose qu'on n'a pas identifié. Ça, puis bon, après j'ai envie de dire si on n'essaye pas, on sera jamais. Donc c'est vrai que des fois on peut avoir des opportunités et même si on se dit non, ça passera jamais, mais potentiellement, on sait pas pourquoi, mais le prêt sera accepté parce qu'on aura monté un dossier qui sera bien monté justement et l'histoire qui sera racontée sera validée par l'ensemble du comité. Donc je pense qu'il faut toujours essayer. Ok, j'ai encore plein de questions, mais je pense qu'il faut qu'on coupe. Ça sera intéressant de pouvoir en rediscuter sur un autre podcast. Je me dis, finalement, le process d'achat en lui-même est un peu différent parce que tu vois, il y a souvent une période d'exclusivité avant de signer le compromis. Donc ça, on l'a pas forcément détaillé. J'allais te poser, est-ce que c'est les mêmes banques que pour un particulier que les banques traditionnelles sur de l'immobilier commercial? Mais si on parle là-dedans, après... mais juste pour répondre à cette question, toi, t'es chez quelle banque, par exemple, en majorité? Moi, la majorité, c'est Banque Populaire du Sud. Ok, donc une banque très classique. Voilà, tout le monde peut y aller. CIC, Crédit Mutuel, Crédit Agricole. Ok, donc on a 5 ou 6 partenaires bancaires avec qui on travaille très régulièrement parce que dès qu'on passe un nombre d'investissements et de promotions assez important, en France, on est régulé par des montants maximum d'emprunt, c'est le BAL 3, ça s'appelle. Donc les banques peuvent nous déplafonner, mais on peut pas être déplafonné à l'infini. Donc on est obligé d'avoir plusieurs partenaires bancaires et de toute manière, quelqu'un qui se lancerait dans l'immobilier. Bon, le Crédit Agricole Languedoc, là, ils m'ont dit le plafond c'est 100 millions par entreprise. Donc, entreprise, mais dans l'immobilier, le BAL 3, c'est 36 millions. 36 millions d'encours. Voilà. D'encours au total ou à l'année? D'encours au total. Sauf que dans l'encours total, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, vous avez, allez, on va dire 30 millions d'euros d'actifs immobiliers en emprunt moyen terme, donc avec des échéances crédit tous les mois ou tous les trimestres. Si vous faites un programme de promotion, on va avoir des ouvertures de lignes de crédit. Donc, par exemple, c'est le besoin en trésorerie qu'on aura en fonction, le BFR, voilà, tout à fait. Donc, si j'ai une ligne de 2 millions d'euros d'encours, ça va venir s'additionner et je vais avoir également une GFA, une garantie financière d'achèvement, qui rentre dans qui permet, en fait, en cas de défaillance du promoteur, de venir finir les travaux. Donc, c'est un petit peu la garantie du promoteur. Celle-là, si elle est calculée sur un montant de 2 millions, le montant de la ligne de crédit, mais ça sera pas 2 millions, ça sera 2 millions plus 30 à 40%. Donc, pour une ligne de 2 millions ouverte, on va avoir un encours de quasiment 5 à 6 millions dans une banque. Okay. Donc, quand vous avez 10 programmes de promotion, tout de suite, on va être à 50, 60 millions d'euros d'encours. Bon, par rapport à nos auditeurs, déjà 36 millions, je pense que peu seront... Il y a de quoi faire. Mais même quelqu'un qui fait quelques opérations... sur de la promotion immobilière, dès que tu as des GFA, des garanties de parfait achèvement... mais ce qui est intéressant, c'est de toujours avoir au moins 2 banquiers. Voilà, parce que ça permet de
de les faire un peu se challenger en fonction des offres qu'on va nous proposer. Merci Olivier. En tout cas, moi, je retiens que finalement, ce qui pousse la holding et le groupe à réussir, c'est la curiosité. Et surtout, ce qui est intéressant aussi, c'est la diversification, toutes les ramifications dans lesquelles vous êtes allé. Moi, ce que je comprends entre les lignes, c'est que vous tentez des choses, ça fonctionne, ça fonctionne pas, c'est pas grave, on arrête, mais en tout cas, ça permet d'offrir un maximum de services qui vous permet de progresser et de tirer tout le groupe vers le haut. Et finalement, cette diversification, on la retrouve aussi dans tes activités là de private equity. J'imagine que ça vous fait aussi rigoler, ça vous implique dans des histoires et dans des aventures humaines, et c'est la raison pour laquelle vous faites ça. Donc c'est intéressant de voir toute cette diversification qui est la clé de l'investissement. On le répétera jamais assez. Et ça se retrouve aussi dans votre groupe et dans la façon dont vous gérez vos activités. Donc, en tout cas, félicitations. Bon courage sur les 30 prochaines années. Oui. Peut-être tes enfants seront là. Peut-être, ou peut-être pas, je sais pas. Faire ça aujourd'hui, c'est pas encore à l'ordre du jour, on va dire. Merci et au revoir. À bientôt sur le prochain épisode de Brickstock, où on aura de nouveau une personne inspirante pour vous parler d'immobilier, de près ou de loin, on va voir. Merci, salut. Merci, au revoir.